Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de mon podcast en fait, Coup d'envoi. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va vraiment aborder le sujet de chacun. Il va parler comment, genre sa passion pour le foot, comment il a connu le foot, pourquoi il aime le foot et différents sujets. Donc du coup, on va commencer par une petite activité de brise-glace. Chacun va se présenter, il va dire son nom, son âge et plusieurs va parler un peu de son histoire, de comment il a connu le foot, pourquoi il aime le foot et sa passion pour le foot. On va commencer. Ok. Donc, moi, je suis l'invité. Mon nom, c'est Francesco Augustin. J'ai 32 ans. Moi, comment le foot a commencé pour moi, c'est à l'âge de 6 ans. Je me rappelle, j'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans, mais c'est vraiment à l'âge de 6 ans que j'étais un peu plus conscient. Et je me rappelle, c'est quand j'avais 6 ans, c'était la première fois que mes parents ils avaient la télévision câblée. Donc, il y avait plusieurs chaînes. Et je me rappelle un samedi matin, mes parents ils savaient que j'aimais le foot. Donc, mon père il avait mis un match de soccer. C'était une équipe rouge contre une équipe qui avait un chandail noir et blanc. Et comme moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais un peu plus la couleur rouge. J'étais attiré par la couleur rouge. Donc, je me suis dit, je vais voter pour l'équipe qui était rouge. Et en grandissant, j'ai réalisé que cette équipe-là, c'était Manchester United. Ah ouais. Et aussi qu'ils jouaient en Angleterre. Et c'est à l'âge de 12 ans, quand j'ai réalisé tout ça, c'est à l'âge de 12 ans, je me suis toujours dit, si j'ai un rêve, ça serait d'aller jouer en Angleterre pour Manchester United. Donc moi, c'est comme ça que ça a commencé. Cool. Ouais. Et pour vous, Émile? Salut Mathéo. Alors, Émile, je travaille à la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. J'ai 40 ans. Ouais, vieux. Mon expérience au foot, il faut dire que j'ai grandi en Afrique, au Rwanda, Burundi, Kenya, Congo. Tout ce que nous faisions, c'était du foot, quoi. Il n'y a pas d'autres sports. Tu as un ballon fait de sachets, tu l'enroules et on va jouer. Donc, c'était des ballons qui duraient longtemps, mais on jouait dans des conditions assez difficiles, pieds nus, dans du gazon avec des souches. Parfois, tu kickais, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as kické, tu repars blessé. C'est des choses qui arrivaient, mais ça ne nous arrêtait pas. Donc, j'ai quand même grandi dans un environnement où c'était la seule option pour le sport, quoi. Donc, jusqu'à ce que j'arrive au Canada. Cool, c'est une belle expérience alors. Et pour Oui, vous, c'est sûr. Pierre? Salut, moi je m'appelle Pierre, je travaille à la Maison des Jeunes, j'ai 45 ans, donc je suis plus vieux qu'Émile. Pas vrai. Moi j'ai grandi dans le sud-est de la France et toute la famille du côté de ma mère vient d'Afrique du Nord, d'Espagne, mais surtout je dis de Marseille. Donc mon grand-père était un gros fan de l'OM, donc moi j'ai vraiment grandi avec les Jean-Pierre Papin, les Eric Cantona, les Basile Boli, les Eric Dimeco. Moi, ce que j'aimais, c'était le basket. Mais j'ai aimé le foot parce que mon grand-père, il m'asseyait devant la télé, puis on regardait les matchs de l'Olympique de Marseille. Et mon père vient de Lyon et lui, il supportait Lyon. Donc, j'ai pas trop suivi le foot après en grandissant, mais quand j'étais ado, c'était vraiment l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain que j'aimais bien, que j'ai appris à aimer par moi-même après. Donc voilà, moi ça a vraiment grandi avec l'OM parce que c'était dans ma famille. Cool. Donc c'est plus du côté français. Ouais. Sud-est de la France, donc voilà. À 3 heures de Marseille, donc voilà. Donc on aime Marseille. Cool. Ben, pour moi, je m'appelle Mathéo, j'ai 13-14 ans. Comment j'ai commencé à jouer au foot? Genre j'avais comme 10 ans, je passais par comme un terrain de foot parce que moi mon frère il était à un concert, il joue de la musique. Donc en l'attendant pour qu'il termine ses cours, il y avait comme un terrain de foot à côté. Donc depuis j'avais rien à faire et je suis parti. Il y avait comme une équipe d'amis, genre, c'est pas vraiment une équipe professionnelle qui jouait, comme FSS ou Saint-Laurent, etc. Et là, je suis parti, j'ai commencé à jouer. J'ai trouvé vraiment, genre, ça un sport, genre, intéressant. T'as pas vraiment besoin de trop de choses. T'as pas besoin, genre, d'apprendre beaucoup de choses, comme des règles dans d'autres sports pour
commencer à jouer. Genre, tant que tu connais quelques petites bases, tu peux commencer à jouer. Et pour moi, j'aime vraiment genre, toutes les équipes. Je trouve pas qu'il y a des équipes meilleures que d'autres. Mais pour ça, on va plus aborder après. Donc, pour commencer directement, on va entrer dans le sujet qui dit pourquoi en ce moment, on parle vraiment genre de 2020-2024, pourquoi il y a autant de jeunes, pourquoi il y a beaucoup d'adolescents, même pas aussi des jeunes, aussi des adultes qui aiment le foot plus que d'autres sports. Pourquoi c'est un sport qui est vraiment bien aimé? Oh, Francesco, notre invité d'abord, je suppose. Donc, je pense un peu comme tu l'as dit, Mathéo, c'est un sport qui est très accessible. Et aussi, Émile l'a mentionné. Dans le fond, tu as juste besoin d'un ballon. Tu peux faire des buts avec quasiment n'importe quoi. En effet. Tu peux jouer sur n'importe quelle surface. Tu peux jouer au foot 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, jusqu'à du 11 contre 11. Donc, je pense que c'est un sport qui est vraiment accessible. Toi aussi, tu l'as dit, Mathéo, les règles sont assez simples. Donc, tu marques, tu défends. Après, il y a des limites pour le terrain, mais moi, je pense que c'est parce que c'est accessible que les gens aiment ça. Ouais. Je dirais aussi que oui, c'est accessible, mais il y a quand même un aura autour du foot. Il y a les Coupes du Monde, il y a des gros événements qui font en sorte que c'est un sport que tu peux dire, une Coupe du Monde, c'est pas juste un truc qui se passe en Amérique du Nord, puis ça s'appelle Coupe du Monde. C'est quelque chose qui se passe globalement. Donc, et quand j'étais jeune, moi-même, j'ai rêvé de jouer au foot. Jusqu'à ce que j'arrive ici, je me rappelle, surtout lors d'une Coupe du Monde et tout, je sortais à ce moment-là, je pense, le plus récemment que je pourrais te raconter comme expérience, là, c'est quand j'habitais encore à Montréal-Nord. J'avais un ami, on prenait un ballon, on allait au collège Marie-Victorin, on se pratiquait. J'étais un fan de manga, donc je lisais un manga qui s'appelle Captain Tsubasa. On allait pratiquer les techniques qu'on voyait dedans, donc le Santana tourne, des trucs comme ça. J'y croyais jusqu'à ce que je rentre, je pense, un peu au cégep, puis je découvre le badminton, le tennis, le volleyball. Puis je crois que c'est devenu plus accessible parce que pour moi, l'hiver, c'est dur de faire du sport, du soccer surtout. Et le badminton était plus accessible et tout. Donc, je ne vais pas détourner la discussion autour de le foot. Mais disons que même si tu me connais, tu sais que je ne suis pas un joueur de foot actuellement, mais je vais juste te dire que j'ai grandi quand même dans un environnement où c'était le foot, le sport numéro 1, où c'est ce que je pratiquais. Et même moi encore, je me voyais le jouer, là, tu vois. Donc, c'est juste qu'en grandissant, puis en découvrant d'autres sports. Donc, je ne suis pas complètement amateur comme tu le penses. Je ne suis pas contre le foot. J'aime le foot, mais ce n'est pas le sport que je pratique le plus actuellement. Cool. Comme j'avais dit, une belle expérience. Donc, moi, j'avais préparé quelques arguments pour dire... Attends, mais Pierre ne dit plus rien? Mais c'est comme il veut. Ce sera rapide, hein, parce que c'est ton émission, mais moi, je viens d'un pays où c'est dans la culture aussi, vraiment où c'est très présent. Mais moi, en fait, pour répondre à ta question, moi, je me poserais une question, puis je me demanderais comment ça se fait que c'est populaire dans certains coins du monde et pas dans d'autres. Puis j'essaierai juste en fait, de comprendre, quoi, puis de trouver une réponse, quoi. Mais je peux pas répondre à ta question, parce que c'est très populaire en Europe, c'est très populaire en Amérique du Sud, c'est très populaire en Afrique, c'est très populaire aussi en Océanie, quand même un peu, tu vois. Mais je n'ai pas vraiment de réponse à ça, donc je ne sais pas encore. D'accord. Donc du coup, pour les raisons de pourquoi on connaît beaucoup de personnes qui aiment le foot, on a déjà parlé de l'accessibilité. Ouais. Après ça, on a l'influence culturelle. On a comme dans de nombreux pays, le football, il fait partie intégrante de la culture. C'est comme par exemple, c'est sûr, ça dépend des pays. Et c'est ça, comme parlant un peu de la France, on sait que y a vraiment des stars dans l'équipe de France. On connaît Mbappé, on connaît plein d'autres joueurs. Et on sait que dans la France et dans le Portugal et dans plein de pays d'Europe, majoritairement, c'est vraiment un sport qui fait partie de la culture. Vous aussi, vous avez quelque chose à dire sur ça?
Mais c'est ça, c'est un avantage pour le foot d'être connu à travers le monde. Comme tu as dit, c'est que c'est quelque chose qui fait partie de la culture. Quand on voit, même en Amérique du Sud, Amérique centrale, euh, je me rappelle une fois, j'étais allé au Costa Rica, c'était un match de... C'est qualification du Coupe du Monde, mais c'était Costa Rica contre... C'était le Guatemala ou Honduras. Je sais que l'équipe avait un chandail bleu et blanc, donc c'est un des deux. Et c'était dans un petit stade de peut-être 13 000 personnes, mais le stade était rempli. Et c'est la première fois que j'avais l'expérience de voir un stade bouger. Parce que les gens, ils sautaient tellement, ils chantaient tellement que le stade, même si tu étais assis, comme il tremblait, il tremblait, il tremblait. Puis, tu sais, ça m'a fait réaliser que c'est ça, même si c'est pas un stade qui a 80 000 personnes, même si c'est pas le meilleur pays dans le foot, comme tu sens quand même une passion euh, dans d'autres pays que l'Europe. C'est ça, l'Europe, c'est connu parce qu'il y a les 5 grandes ligues, mais il ne faut pas oublier les autres pays, même en Asie. Il y a une ligue en Asie que c'est très populaire, le foot. Comme j'ai dit, en Amérique du Sud, c'est très populaire. Là, ça s'en vient en Amérique du Nord également. Donc, c'est vraiment une passion qui se développe. Ouais. Vous, Émile, vous avez quelque chose à dire sur la culture du foot? Oh, la culture. À part ce que j'ai déjà dit, je pense que il y a cet aspect justement que l'accessibilité, mais je pense qu'il y a aussi derrière toute cette passion que les gens ont envers le foot, mais il y a aussi le fait que de génération en génération, ça se renouvelle. C'est pas juste un truc qui s'est passé pendant une période. C'est pas comme si c'était récent ou ancien. Ça a toujours été là depuis que moi je connais le foot. Ça a toujours été populaire. Donc, je pense qu'il y a, oui, le fait que les pays on pratique beaucoup le foot, mais il y a aussi l'aspect que dans pas mal de pays, le foot est quand même un avenir professionnel que les gens peuvent aspirer à devenir. Et en soi, ça encourage cette popularité. Je pense que j'ai dit tout à l'heure que je joue au badminton. Je pense que si je voulais faire du badminton au niveau professionnel, j'aurais intérêt à continuer à travailler à la maison des jeunes puis faire le badminton quand même. Tu comprends? Je ne pourrais pas vivre en jouant au badminton. Alors que tu peux vivre en jouant du football presque n'importe où dans le monde. Et ça fait en sorte que non seulement c'est un sport, tu fais du sport, et tu pourrais vivre ta vie en faisant ce que tu aimes faire, en faisant du sport. Déjà, c'est quelque chose. Donc, tu vois, ça fait en sorte que c'est culturel, mais il y a aussi cette perspective qui change pas mal de choses. Cool. Pour notre troisième argument, c'est les icônes sportives. Les jeunes admirent les stars du football et sont inspirés par leur parcours et leurs performances. Comme par exemple, je connais pas vraiment trop de personnes, mais qui ont créé des skills, comme des trucs genre pour eux-mêmes. Ouais, des techniques pour eux-mêmes. Par exemple, il y a le joueur qui a inventé l'arc-en-ciel. Il y a beaucoup de personnes qui veulent l'imiter et ils aiment ça, genre, parce que les joueurs qui créent une technique pour eux-mêmes, les jeunes, s'ils aiment ça, ça va vraiment devenir populaire. L'arc-en-ciel, il y a vraiment tout le monde qui aime faire. Le coup de ciseau, la personne qui a créé, la trivela, c'est vraiment des techniques populaires que c'est un joueur qui a créé un jour. C'est ça. Pour le bien-être physique, pour moi, ça c'est l'argument le plus important. Comme c'est un sport qui peut te laisser en bonne forme, c'est ça. Et maintenant, j'aurais besoin de vos arguments. On dit que beaucoup de jeunes suivent des joueurs célèbres sur les réseaux sociaux. Et ces stars, ils partagent aussi des moments de leur vie, des entraînements. Ça veut dire comme il y a des jeunes, ils regardent les stories, par exemple, de Ronaldo, Messi, par exemple. Ils aiment ce qu'ils mettent et ils veulent commencer à leur copier. Qu'est-ce que vous dites sur les réseaux sociaux des joueurs de foot? Oh. Si c'est... Tu veux dire, moi en tant qu'athlète, si je publie des choses sur ma page de réseaux sociaux, c'est comment je vois ça? C'est comme genre, quand Ronaldo, il met quelque chose sur sa story, il y a tout le monde qui regarde, il like, et ils veulent commencer à le copier. Ouais. Vous dites quoi sur ça? Genre les jeunes... Mais pour moi, on va dire si ça serait moi, parce que moi je suis quelqu'un qui est très introverti, donc c'est sûr c'est pas quelque chose que je ferais, mais il faut comprendre qu'il y a d'autres gens qui sont un peu plus extravertis.
Mais en tant que jeune qui regarde les influenceurs ou les athlètes de haut niveau sur Instagram, moi, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est la première chose, c'est de focus, de penser à son sport, de s'assurer d'être bon dans son sport. Et ensuite, si tu as une opportunité dans la vie qui te permet de pouvoir justement publier un peu plus de choses, fais-le. Mais je pense que la première étape, c'est de se concentrer dans son sport. Parce que maintenant, moi, j'appelle cette génération-là un peu la génération Instagram, justement. Parce qu'il y a trop de joueurs qui veulent faire des choses, mais en dehors du foot. Ouais. Et ils oublient que le foot, ben en tout cas, c'est la manière que je le vois, le foot, c'est la première chose sur laquelle tu devrais te concentrer. Sûrement, tu connais Memphis Depay, Bah oui. Raphaël Leao. Ouais. Donc, c'est des super joueurs. Et c'est dur de dire ces joueurs-là, ils sont super bons, ils sont du top niveau. Mais moi, je suis d'avis qu'ils se ralentissent un peu par rapport à leur talent parce qu'ils se concentrent tellement sur des choses en dehors du foot que des fois, on a l'impression qu'ils Ouais, ne performent pas. Ce que je comprends bien, c'est que si tu veux faire quelque chose et tu veux devenir un star ou un professionnel ou populaire dans ça, il faut vraiment se concentrer, pas se faire distraire de quelque chose d'autre. Ouais, la première chose, en tant que sportif, même en dehors du foot, c'est faire ton sport, s'assurer que tu performes dans ton sport. Et après, il y aura des opportunités pour faire d'autres choses. Mais être bon dans son sport, je pense que c'est la première chose. Ouais. Et toi, Pierre? Non, mais c'est drôle ce que tu dis parce que ça me rappelle genre une entrevue que j'ai vue il n'y a pas longtemps, genre avec Tony Parker. Puis il y a son fils en fait qui lui dit « Ouais, moi aussi, je vais être un grand joueur de basketball. » Il lui dit « Ouais, mais là, tu n'es pas en train de jouer. Là, tu es sur ton téléphone en ce moment. En ce moment, là, tu devrais être en train de jouer au basket. » Et c'est totalement vrai, tu vois. Il lui dit « Mais va jouer au basket. Et là, tu vas devenir un grand joueur de basket. » Donc, c'est faire le sport et pratiquer, genre comme un musicien, comme tout, quoi. Tu sais, genre, si tu veux être un grand guitariste, joue de la guitare. Tout simplement. Bah, de mon point de vue, Mathieu, en tant qu'intervenant, quelqu'un qui travaille avec les jeunes, la première chose que je vois au niveau des réseaux sociaux, c'est toujours voir qu'est-ce qu'on essaie de vendre aux jeunes, tu vois. Personnellement, je suis capable de suivre des personnes sur les réseaux, je suis capable d'aller regarder le contenu. C'est juste que, soit parce que je suis trop vieux ou que je suis blasé de la vie, que j'ai plus d'espoir, mais c'est juste que toi, quand tu regardes ce genre de contenu, ça te donne des rêves. Ça te dit, OK, je peux peut-être atteindre ce niveau-là, je peux le faire. Ouais. Mais c'est juste que parfois, moi, quand je parle avec les jeunes, je suis comme, tu veux devenir un joueur de foot, tu veux devenir super connu, parfait. Francesco l'a dit, va t'entraîner, fais ton travail, fais ce qu'il faut, mais n'oublie pas que c'est une option parmi tant d'autres. OK? Si tu veux vraiment le faire, vas-y, fais-le. Donc, moi, les réseaux sociaux, ce qui va me mettre un peu sur les gardes, c'est de savoir est-ce que les jeunes sont capables de voir que la personne, elle est populaire parce qu'elle a dû travailler énormément avant d'en arriver là, ou ils vont croire que c'est un succès instantané. Parce qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, on peut avoir ce genre de moments où la personne devient juste du jour au lendemain populaire. Puis, en sortant un peu du football, je peux te dire que j'ai des jeunes qui me disaient, mais Émile, pourquoi je vais aller à l'école si je peux devenir influenceur puis devenir riche? Tu vois? Donc, les réseaux sociaux sont, oui, c'est bien, on popularise le sport. Les gens vont continuer à regarder le contenu du sport, puis les gens sont vraiment au courant de ce qui se passe. Mais moi, en tant qu'intervenant, rien à voir avec le fait que je ne joue plus au foot. Et je sais que tu m'as mis en garde de ne pas aller contre le foot. C'est rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que moi, quand je vois ce genre de contenu, j'essaie de rappeler les jeunes, n'oubliez pas que si cette personne est là, c'est une personne qui a dû se lever super tôt, aller s'entraîner. Et souvent, je leur raconte un peu qu'est-ce que Francesco est venu dire ici lorsque nous l'avions invité en tant qu'invité, en tant qu'un ex-professionnel. Je le rappelle tout le temps. Francesco se levait le matin, entraînement, école, entraînement, dormir. Il ne faut pas oublier ce genre de travail avant de voir la popularité, puis avant de voir à quel point les gens sont populaires. Cool. Moi, Émile m'a raconté ton histoire. C'est vraiment genre...
tu avais que le plan A de faire joueur de foot. Ouais. Mais malheureusement, à cause de la blessure. C'est dur de dire à quel point j'étais passionné du foot, mais le foot, c'était ma vie. C'est juste ça que je voulais faire, mais je m'engageais aussi beaucoup là-dedans. Vous Ouais. étiez passionné de quel joueur? Mon joueur préféré, c'est un défenseur serbe qui s'appelle Nemanja Vidic. Donc, Vidic. ouais, c'est un Ouais. défenseur central. Ouais, ouais. Euh, Il s'est. Non, là, retired. il est Ouais, c'est ça. retraité. Là. Il doit avoir peut-être dans quarantaine, milieu quarantaine. Mais c'était mon joueur préféré, Nemanja Vidic. Ouais. Cool, cool, cool. Maintenant, vu qu'on parlait un peu des réseaux sociaux, on va un peu continuer ça. Si on parle des followers des joueurs de foot comparé à des joueurs d'autres sports, ben, j'ai décidé de comparer au basket car c'est quand même un sport, le deuxième sport que moi j'aime. C'est pour ça. Du coup, si on regarde le top 1 joueur de basket le plus followé, c'est LeBron James. J'ai fait mes recherches, il est abonné en ce moment à 160 millions de followers. C'est quand même beaucoup. Bah oui. Mais- Pas quand même, c'est très beau. C'est vraiment beaucoup. Mais pas beaucoup comparé au nombre du joueur de foot le plus abonné. D'après mes recherches, c'est Cristiano Ronaldo, le joueur portugais, Mhm. l'attaquant de l'équipe de Portugal. Il a 637 millions d'abonnés sur Instagram. Je trouve ça un grand nombre. Ça veut dire qu'il y a à peu près plus que le 3/4 des personnes qui ont Instagram qui sont abonnées à lui. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas plus que ça? Ok. C'est ça. Et du coup, on va dire c'était tout pour aujourd'hui. Mais moi, je m'intéresse un peu plus pour parler du sujet que vous nous parlez un peu de votre carrière avant. Et j'ai entendu parler que vous avez une entreprise en ce moment. J'aimerais plus savoir sur cela. Ouais, donc, moi j'ai eu la chance que tout commence très vite, mais tout s'est arrêté aussi vite, si on peut dire ça comme ça. Donc, le foot, ça a commencé à être sérieux pour moi vers l'âge de 16 ans. Donc, ça l'a fait 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et je me suis blessé. Et j'ai arrêté officiellement à l'âge de 20 ans. Donc, j'étais toujours jeune. Après, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs par rapport à des activités, des opportunités. Et là, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai toujours voulu redonner d'une manière ou d'une autre. Je ne savais pas comment j'allais le faire, je ne savais pas c'est quand j'allais le faire, mais ça m'a pris environ 10 ans pour pouvoir débuter ce nouvel objectif-là. Et c'est ça, j'ai créé un organisme de bienfaisance et on fait deux choses principalement. C'est on fait des conférences ou des ateliers pour les jeunes entre 12 ans jusqu'à 18 ans, et 12 ans, 17 ans, 18 ans. Et la deuxième chose, c'est on remet des bourses d'études pour les jeunes du secondaire, et aussi ça peut être cégep ou université. Ouais. Cool. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que il n'a pas dit, mais il a grandi dans le quartier, tu vois. Donc, personnellement, aussi, quand il est venu à la maison des jeunes, la première fois, c'était quand même quelque chose que j'aimais. Donc, moi, je suis toujours intéressé par qui a grandi à Cartierville, parce que les perspectives, qu'est-ce qu'on peut faire plus tard en tant que jeune, sont énormes en général. On a toujours des options. Mais trouver quelqu'un qui vient dans le même milieu, qui a vécu, qui a été dans les mêmes écoles, qui, quand tu lui parles d'un lieu, il peut te dire instantanément, OK, c'est là, j'ai fait ça ici. Quand tu parles des parcs, lui, bourre et tout, là où toi tu vas, il connaît. Donc, ça m'a permis, en fait, quand il est venu la première fois pour faire une conférence dans le cadre de son organisme, justement pour essayer d'inspirer les jeunes, dans nos discussions du mercredi. Donc, ça m'a quand même beaucoup touché dans ce sens que il y a des personnes qui ont grandi ici, qui ont quand même des rêves, qui se sont mis en tête de les faire. Et puis, peu importe ce qui se passe, il y a toujours un autre plan, il y a toujours un repli. Ce n'est pas toujours la fin du monde, ce n'est pas fini ta carrière, ce n'est pas fini ta vie. Il y a d'autres options, il y a des choses qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça que il n'a pas parlé un peu plus de ce côté-là, de où est-ce qu'il a grandi et tout. Donc, je voulais juste l'ajouter parce que je trouve ça super intéressant dans le sens que toute personne qui a grandi dans le quartier, qui a quand même quelque chose à inspirer, à partager aux jeunes,
Elle est la bienvenue pour venir inspirer les jeunes comme toi, Mathéo. Merci, merci. Et puis aussi, quand on grandit, par exemple, à Cartierville, on est excentré, genre par rapport à Montréal, à l'île de Montréal, quoi. Donc, moi, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce que ça fait de grandir dans une région, dans un coin de la ville, mais très excentré, loin de la vie montréalaise entre, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui se sentent loin, tu vois, qui n'ont jamais pris le métro, qui sont jamais allés au centre-ville. Ouais. Mais c'est des choses très importantes à mentionner, tu vois. Oui, absolument. Mais je vais être honnête, j'ai eu un peu de chance également. Pourquoi? C'est parce que dès l'âge de 12 ans, je jouais souvent au soccer, mais un peu à l'extérieur de Cartierville. Et il y avait souvent des compétitions, tout ça. Donc, je passais pas beaucoup de temps nécessairement à Cartierville. Par exemple, à l'âge de 13 ans, j'avais déjà commencé le sport-études. Puis mon sport-études était à Laval. Donc, j'ai dû aller à une école à Laval. Donc, je passais beaucoup plus de temps à Laval. Puis, je revenais ici. C'était plus pour aller à la maison puis dormir. Ouais. Mais entre 6 ans jusqu'à 11-12 ans, j'ai fait tous les parcs à Cartierville. Saint-Odile, Louisbourg, c'était quoi les autres? À Annecy, Parc des Hirondelles, Marcin Woodson. Donc, entre ces âges-là, c'était vraiment juste dans le quartier. Mais j'étais trop jeune pour prendre le métro, tout ça. Mais l'âge où est-ce que j'aurais pu prendre le métro, j'étais plus vraiment à Cartierville. Donc, je jouais souvent à l'extérieur de Cartierville. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment vécu, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Cool. Donc, du coup... J'aurais une question, Mathéo, désolé si jamais je peux. Je peux au moins? Ben oui, c'est sûr. Merci, Mathéo, merci. Disons que si, Francesco, tu te replaces un peu dans ces âges-là, 13, 14, 15, 16, 17, les jeunes avec lesquels tu travaillais, les jeunes avec lesquels tu étais dans l'équipe, c'était quoi votre mindset? C'était comment cette aspiration d'être professionnel? On parlait de la passion. Donc, moi, je peux parler de qu'est-ce que je faisais. Je n'ai jamais réellement eu cette opportunité de me dire je peux devenir professionnel. Je me suis pas entraîné de très bas âge. Donc, quand je jouais, c'était juste pour le plaisir. Puis, je suivais les Coupes du Monde et compagnie. Mais quand on a grandi dans ce milieu-là, quel est le mindset? Comment les jeunes voient le sport? Comment ils idéalisent ou pas? Est-ce que l'entourage, le milieu, comment ça se passe? Quand tu es jeune, j'ai parlé pour moi. Quand j'étais jeune, justement, 13, 14, 15 ans, comme j'étais vraiment obsédé par le soccer, c'est seulement ça que je voyais. Et aussi, il y avait de la compétition. Donc, on connaît la compétition dès un bas âge. Donc, connaître la compétition à 12 ans, 13 ans, tu es quand même jeune. Mais tu connais cette compétition-là. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui veut prendre ta place, par exemple. Et à cet âge-là, tu veux jouer le plus souvent possible. Okay. Donc, c'est là que la compétition rentre. Et comme j'étais allé dans un sport-études, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça s'appelait le CNHP. Donc, c'était Centre national de haute performance. Donc, c'était les meilleurs joueurs du Québec de 13-14 ans jusqu'à 18 ans. Et on faisait toutes les gars ensemble. Donc, tu pouvais jouer contre des joueurs qui étaient beaucoup plus vieux que toi, mais il fallait que tu performes. Il fallait que tu prennes ta place. Donc, moi, j'étais habitué à la compétition très jeune. Et c'est pas parce que tu n'es pas le meilleur à 13 ans que tu vas pas pouvoir réussir. Parce que si je suis honnête, il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, que même des fois on entendait, tu sais, c'est impossible que tu réussisses, là, je connais. Mais ces joueurs-là, ils ont été capables de faire quelque chose, tu vois. Puis moi, très humblement, j'étais vu comme un espoir. Et malheureusement, j'ai pas eu une grosse carrière. Même si c'est à cause de la blessure, mais la vérité, c'est que je n'ai pas eu une grosse carrière. Mais il y en a d'autres qu'on disait, je sais pas si tu vas pouvoir continuer, mais ils ont continué parce qu'ils avaient justement une passion, ils avaient le désir de pouvoir réussir. Et ils ont eu de très belles carrières. Même si ce n'était pas des longues carrières, mais ils ont eu des
très belle carrière. Mhm. Ils ont joué pour l'équipe du Canada, ils ont joué ici pour Montréal, ils ont joué pour d'autres clubs. Donc, ils ont fait un beau parcours. Et moi, je pense que c'est le message que je donne souvent aux jeunes, c'est même si tu n'es pas le meilleur à 13 ans, 14 ans, juste focus sur toi. Assure-toi que tu t'améliores chaque jour et ça peut débloquer un peu plus tard pour toi. Parce que moi, à 12 ans, j'étais pas le meilleur. Vraiment pas. Mais où est-ce que ça a commencé à changer? C'était vraiment à 14 ans, 15 ans. Et j'ai tout de suite vu que j'avais fait une grosse marge de progression. Mais à 12 ans, je voyais des jeunes qui étaient meilleurs que moi. Mais ça ne m'a pas empêché de vouloir continuer, de m'engager dans le sport. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Donc, même si tu n'es pas le meilleur, tu focuses sur toi et tu continues. Ouais. Cool. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà eu la chance de jouer un match professionnel contre un joueur quand même populaire? Donc, les deux joueurs les plus connus dans mon temps, il y en a un, c'est un joueur du Costa Rica. Il s'appelle Joel Campbell. Donc, quand nous, on avait 17 ans, c'est à 18 ans. Il s'est fait signer par Arsenal. Après, il a été prêté. Son premier prêt, je pense que c'était Villarreal, si je ne me trompe pas. Mais il a joué en Espagne, Villarreal, Real Betis. Il a joué... là, il joue au Mexique, mais il est allé à la Coupe du Monde. Je me rappelle, la première fois, il avait 22 ans, si je ne me trompe pas. C'était la Coupe du Monde au Brésil. Brésil, c'est 2014. 2014. Donc, j'avais raison. C'est ça. Il avait 22 ans. Ah, tu Puis connais, Mathéo. Il y a 2 ans, je jouais contre lui. Puis il était partant sur l'équipe du Costa Rica. Puis j'étais comme, c'est incroyable. Il y avait d'autres joueurs du Costa Rica qui étaient allés à la Coupe du Monde, contre qui j'avais joué, mais je me rappelle, j'étais comme, wow. Mais c'était un joueur vraiment, vraiment bon aussi. Le deuxième joueur, c'est qui? Le deuxième joueur, il est un peu plus connu. J'ai moins joué contre lui. Il s'appelle Joan Bernat. Donc, c'est un défenseur il est de gauche. l'Espagne. Exactement. Il a joué avec le PSG. Exactement. Eh, Mathéo. Dans mon temps, Sa carte FIFA, c'est 78. dans mon temps, il était à Valence. Après, à Valence, il s'est fait Bayern, PSG. Il est allé au Benfica, si je ne me trompe pas. Là, je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu, là. Mais je dirais que c'est les deux joueurs les plus populaires. Cool. Il y a aussi beaucoup de joueurs mexicains contre qui j'ai joué, qui sont allés à la Coupe du Monde également. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de jouer contre Renato Sanchez? Non. J'ai jamais joué contre lui. Mais c'est des jeunes qui sont pas ma génération. Donc moi, je suis en 92. Et quand tu es jeune, c'est très rare que tu vois un écart de 3 ans. Donc par exemple, si moi j'ai 20 ans, et on va dire que je suis avec l'équipe du Canada de 20 ans, des moins de 20 ans, c'est rare, extrêmement rare que tu vas voir quelqu'un de 16 ans, 17 ans. Ouais. C'est plus tu grandis, plus tu peux voir des plus gros écarts. Ouais, donc là, si vous avez continué, vous aurez peut-être eu la chance d'avoir des joueurs... Peut-être. Moi, j'aime pas dire si, donc je dis non, parce que c'est pas arrivé. Mais peut-être. Par exemple, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe du Canada, des Québécois avec qui j'ai joué aussi. Ils étaient au même sport-études, on a fréquenté les mêmes équipes. Il y a d'autres joueurs qui étaient à Toronto, qui étaient pour l'équipe du Canada, qu'on a joué ensemble également. Donc, c'est ça, je peux dire, si je m'étais pas blessé, puis ça peut aller jusqu'à l'infini, tu vois. Ouais, cool. Mais je préfère dire non. Ouais, je l'ai pas fait, non. Mais n'empêche que ces joueurs-là, bientôt, sont à la Coupe du Monde. En 2026, probablement. Oui, mais même en 2022, à Qatar, vois? il y a des joueurs avec qui j'ai joué qui sont allés à la Coupe du Monde. Cool. Beaucoup, ouais. Juan Bernat, moi, ça m'a choqué. Ouais, Juan Bernat, ouais. C'est les deux, Joel Campbell et Juan Bernat. En tout cas, maintenant, en 2024, du coup, aujourd'hui, Mm-hmm. pour tous les joueurs Mm-hmm. qui veulent devenir un joueur de foot ou une joueuse de foot professionnelle, c'est quoi votre message pour eux? Le message, c'est toujours... j'ai pas le mot en français. Focuser. Faire confiance. Concentrer. Oui, toujours se concentrer sur soi-même. Ne pas regarder l'extérieur, ne pas se comparer. Pour moi, ça sert à rien de se comparer, surtout quand on est jeune. Et de croire en ses rêves. C'est important de croire en ses rêves. Même si ton rêve, il te fait peur, moi, je dis toujours que c'est une bonne chose parce que ça va te permettre de sortir de ta zone de confort, ça va te permettre d'aller au plus haut niveau de tes capacités. Donc, si ton rêve te fait peur,
c'est une bonne chose. Si tu n'es pas capable de voir nécessairement comment ton rêve va se réaliser, c'est une bonne chose, mais il faut que tu focuses sur je veux avancer, je veux au moins faire 1% chaque jour. Parce que si tu fais 1% chaque jour, après 2 ans, 3 ans, c'est énorme. C'est énorme qu'est-ce que tu vas pouvoir réaliser. Donc, juste se focus 1%, 1%, 1%, 1%. Et après, quand tu remets le tout ensemble, ça crée des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer. Cool. Et pour toi, Emile, même si tu n'as pas vraiment eu la chance d'avoir une carrière de foot, mais genre, quand même, c'est quoi que tu laisses un petit message pour les jeunes? Non, mais Mathéo, comme tu le sais, depuis quelques temps, je coach quand même au volley. Donc, je travaille quand même avec toi, sur quand tu venais me déranger dans mon équipe au volleyball, alors que tu devrais aller au foot puis me laisser tranquille. Voilà, ça, c'est le message que je voulais passer. Donc, ça fait que je trouve que pour les jeunes, actuellement, tel que je le vois, surtout au volleyball, avec toi, surtout, je te pointe le doigt parce qu'il n'y a pas de caméra. Disons que les jeunes, j'ai l'impression qu'ils veulent jouer plutôt que d'apprendre. Tu vois, ils viennent à la pratique, au lieu de, je vais parler du volley parce que c'est ce que je coach, au lieu, ok, je dis, on fait une manchette. Au lieu de faire la manchette pendant combien de temps, parce que c'est la répétition qui fait que l'élément rentre, que tu as la technique, que tu te sens à l'aise. Ils font 5 minutes, puis ils en ont marre, puis ils veulent jouer. Donc, oui, tu peux jouer, mais n'empêche que l'élément central dans ton entraînement, c'est cette répétition pour maîtriser la technique. Tu vois, tu parles de l'arc-en-ciel. Si tu veux la réussir pendant un match, tu dois la faire 10 000 fois à l'extérieur du match pour justement avoir cet élément naturel pour le faire. Exact. Dans les moments les plus stressants surtout. Donc, moi, mon message, c'est concentre-toi sur la pratique et la répétition et la technique. Écoute les coachs, hein, Mathéo, puis ça devrait quand même rentrer. Puis je pense que le résultat, comme Francesco l'a dit, le résultat va venir. Mais juste se concentrer sur la pratique, puis ça va aller. Merci. Bon message. Merci. Du coup, pour parler dans un petit 2 minutes du prochain épisode, on va plus aborder le sujet de la Ligue des Champions qui commence dans 4 jours et demi. Demi. Commence dans 4 jours bientôt. Parce que là, il y a vraiment des grands moments qui se passent. Il y a Mbappé, on connaît, il est parti au Real Madrid. Ah, c'est qui ça? C'est un joueur de... Non, je te blague, Mathéo. Je sais. Il y a des joueurs même de 16 ans qui jouent dans la Ligue des Champions, qui gagnent. Lamine Yamal. Arda Güler. Vraiment. Incroyable. Il y a des joueurs tellement jeunes, ils gagnent des trophées de valeur de ouf. Ça, c'est ça. Donc, du coup, pour le prochain épisode, on se rencontre même endroit, même lieu. Et merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Mathéo. Merci Mathéo, bon courage. Merci Mathéo, et c'était l'épisode 1 de Coup d'envoi sur la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Merci. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.